Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la deuxième partie de fondation de l'hypnose clinique de Ed Yeager. Si vous lisez l'anglais, vraiment, je pense que c'est un ouvrage de référence et je vous invite vraiment à l'étudier, à le voir, à le lire, à le découvrir et à découvrir cet homme-là, ce praticien-là. Il fait plein de références aux grands hypnos anglo-saxons des années 50, 60, 70 qui sont des références vraiment pour l'hypnose mondiale qui a donné un peu les différentes facettes de l'hypnose qu'on connaît aujourd'hui en clinique. Première chose qu'il met en avant, c'est les deux approches qui existent en hypnose. D'un côté, l'hypnose symptomatique, d'autre côté, l'hypnose analytique, l'hypnose causale. Bien sûr, il remet beaucoup en perspective l'importance de la transe et de la suggestibilité, et il redonne vraiment la notion de suggestibilité, c'est être susceptible d'être influencé par la suggestion, et il met en avant l'hypnose symptomatique pour les personnes qui vont être dans une grosse motivation. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme approche parce qu'ils veulent avoir quelque chose qui va leur permettre d'aller mieux rapidement, et il revient toujours sur son principe à lui, que la présence d'autorité, la figure d'autorité est quelque chose d'essentiel pour la transe, et donc plus la personne est motivée, que ce soit vous qui fassiez ce job-là, plus le travail en symptomatique aura un impact rapide et qu'il n'y aura pas nécessité à aller sur du causal, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un feedback positif juste avec des suggestions, la transe et quelques questions pour permettre de bien viser là où le partenaire veut que ça avance et se développe. Euh, donc, il faut qu'il ait un mindset avec l'état de changement désiré. C'est pour ça qu'on fait des créations d'objectifs beaucoup plus spécifiques quand on est sur du symptomatique que sur de l'analytique ou du causal. Euh, et après, c'est vraiment l'intensité que la personne va mettre dans son travail, dans sa transe et dans la suggestion, l'autosuggestion qu'il va prendre, qui va donner des très bons retours. Euh, Après, comme il dit, la majeure partie des cas que lui traitait en clinique étaient quand même plus basés sur de l'analytique, et ça permet notamment des associations libres, ça permet de retourner à des éléments de conscientisation, de réflexion. Il y revient un peu plus tard dans l'ouvrage. Ce que je trouve assez chouette aussi, c'est qu'il rappelle alors qu'il y a deux façons d'aborder l'hypnose de façon générale d'un point de vue clinique. C'est que soit on estime que l'abréaction, donc je vous rappelle, l'abréaction pour lui est le moment de revivre les scènes et les séquences traumatiques et problématiques, c'est essentiel. Alors moi je dirais plutôt dans ma sémantique qu'il y a un élément cathartique à un moment donné qui se passe souvent par ces fameuses régressions, où il y a, et là il donne des références, Wahlberg, Watkins, Linder et Weitzenhofer. Ce qui est dommage, c'est que cet homme-là parlait français, je crois qu'il était belge, je suis pas sûr, ou français, et qui malheureusement a surtout édité en anglais, et pourtant il y a plein de super beaux livres, ouvrages qu'il a proposés et partage d'expériences. Et de l'autre côté, ceux qui estiment qu'il suffit simplement de se rappeler des événements et pas besoin de les revivre. Et en l'occurrence, on revient toujours sur Schick et Le Cron, qui en 68, eux, ont plutôt dit que on peut très bien éviter les abréactions, les revivifications pour un terme assez français, et permettre d'avoir une compréhension et une sensation cognitive et intellectuelle, et ça suffit pour gérer les événements. Là, c'est vraiment deux écoles. C'est en fonction de ce que vous ressentez, et aussi ce qui peut apporter du bon à votre partenaire. S'il est vraiment hyper touchy, peut-être que la revivification par moment c'est pas utile, et que ça suffira de le faire simplement sur l'espèce de distanciation à ce moment-là. Après, qu'est-ce qui donnait d'intéressant? Alors, oui, il revient un petit peu sur l'intérêt de l'hypnose analytique, et j'ai trouvé que c'était très chouette. Il a fait une remarque. euh, alors, ouais, et il reprenait une discussion qu'il y avait avec Yapko, donc qui est très connu. Je vous ai déjà fait un débrief d'un cours que j'avais suivi avec Yapko. C'était juste un petit module. Vous pouvez retrouver, c'est un grand monsieur de l'hypnose. Et il disait que
il y avait des risques potentiels avec l'hypnose plutôt analytique, notamment la peur des abréactions, que certaines régressions aillent mal. Et je vous rappelle que moi, c'est un des points qui m'avait étonné avec les Britanniques et même les Américains. Les régressions, pour certains, c'est un truc dangereux à faire au dernier moment, etc. Alors que d'autres écoles sont complètement tranquilles avec ça. Elles le font à chaque session, notamment les tendances hellmaniennes, keyniennes. C'est hyper courant. Et il disait que c'est intéressant parce que lui, il n'a pas du tout vu ça quand il faisait ses régressions avec les gars. Il n'a jamais vu de problème spécifique dans l'analytique. Et il suspecte peut-être que c'est l'attention du thérapeute, la croyance du thérapeute qui peut se sentir chez le partenaire. Si on ne se sent pas à l'aise avec un outil ou quelque chose, ça peut se sentir et que ça peut être communiqué indirectement comme une suggestion au partenaire. Et dans ce cas-là, il y en a qui vont vivre avec les personnes qui ont peur que ça fasse du mal, une espèce de biais de confirmation, et d'autres ne vont pas le vivre parce que la personne est persuadée que ça ne posera jamais aucun problème, ce qui était le cas d'Iyager à ce niveau-là. Il trouvait que c'était intéressant parce qu'il y a tout un boulot d'éducation qu'on peut faire, il y a une notion où ça revient à la conscience, donc c'est plutôt intéressant pour le partenaire, et ça lui donne un paquet d'informations supplémentaires. Oui, donc ce qu'il disait, décision intellectuelle. Alors j'aime bien comment il donnait les étapes. L'intérêt est de pouvoir retourner à l'origine du problème, là on parle de l'analytique, ou de mieux comprendre le problème. On peut le faire bien sûr par de l'association, de l'analyse des rêves, mais aussi bien sûr les régressions, les âges régressions d'hypnose. Un autre point, donc c'est donner une étape intellectuelle, une compréhension de la cause, puis couplé à ça une décision volontaire, donc intellectuelle à ce moment-là, pour arriver vers l'engagement que la personne va se donner sur la base de cette compréhension au moment T avec le praticien, ce qui est particulièrement intéressant. Les avantages de l'utilisation de la transe en analyse, ça permet d'être plus en phase avec potentiellement des dissociations, donc que la personne ne revive pas trop difficilement les choses, mais ça c'est vraiment un choix, comme il dit, du clinicien. Ça développe les rappels, la remémorisation, ça développe l'objectivité du partenaire et ça permet d'avoir des réponses plus d'adhésion du partenaire aux suggestions et bien sûr à l'ensemble du process qui est en train d'être mis en place. Donc le rôle de l'hypnose dans la psychothérapie a été de plus en plus mis en avant, c'est ce qu'il expliquait d'un point de vue clinique. Ce que j'ai noté, c'est que dans le travail psychothérapeutique, dans le travail de régression, n'allez pas uniquement chercher des éléments, des causes qui sont que négatives. N'oubliez pas qu'il y a aussi toute la possibilité d'aller rechercher des ressources pour permettre de solutionner des problématiques de l'ici maintenant, en tout cas perçues dans l'ici maintenant. Bon, après il parle un petit peu du trauma. Dans la thérapie, le choix de dissocier les mémoires versus les abréactions, il revient sur cette notion-là, est basé sur le jugement clinique du partenaire. Lui, il est plutôt pour dissocier, mais il dit c'est vraiment une décision clinique, donc du praticien à un moment T. Voilà, après, il dit qu'il préfère éviter les travaux en abréaction parce que ça évite que la personne revive le malaise qu'il a eu, et parce que ça peut être une perte de temps en termes de revécu à l'instant présent d'un passé, donc on va dire minute par minute, et donc ça peut faire perdre du temps. Voilà, après il explique que ça permet des grosses modifications de comportement, que ça en fait permet de développer, c'est un bon levier la transe pour la désensibilisation, pour faire passer des techniques, pour faire adhérer le partenaire, pour énormément de travaux passionnants. Ok, ça, oui. Alors, il y a tout un travail que j'ai bien aimé. C'est le chapitre qui suit, les risques d'employer l'hypnose. Donc, il a fait un petit chapitre là-dessus. Je trouve que c'est plutôt hyper intéressant. Lui, sa conclusion après 40 ans de pratique, c'était que l'hypnose est plus sécurisante que beaucoup d'autres systèmes psycho. Donc, il y a eu énormément de remarques à dire attention si l'hypnose nous fait modifier les perceptions, notamment sur les douleurs, ça peut entraîner des choses pires ultérieurement.
Et il explique que la plupart du temps, un hypno va toujours laisser un peu de douleur pour que l'information soit là, pour que la personne puisse quand même aller consulter le cas échéant, pour que ce soit une bonne alerte ou faire les suggestions pour qu'elles soient prises en compte par le partenaire à un moment donné. Ça peut créer ou exacerber l'anxiété. Là encore, il dit ça peut être une abréaction, une revivification de quelque chose dans le passé. Il suffit aux praticiens à un moment donné de juste l'ancrer dans le présent et ça se calme. De dépasser des notions et des physiques mentales et des limites physiques et mentales. Et il dit on sait très bien qu'en cabinet c'est pas ce qu'on fait et que justement on fait particulièrement attention à ce type de problématique là. Donc il dit ça c'est un truc qui se passe en hypnose de scène et c'est pas du tout ce qui va être fait d'un point de vue clinique. Puis on revient sur les fausses mémoires, où on en a déjà un peu parlé. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une étude de 1955, sur 1000 articles, 1000 retours. Il y a eu 25 cas où il y a eu des problèmes avec l'hypnose. Donc ça fait vraiment 2,5%, c'est très très peu par rapport à d'autres systèmes. Donc il donne les références. C'était assez intéressant, il disait la nature des conséquences, ça a été la plupart du temps psychologique, puis un petit peu physiologique et très peu au niveau comportemental. Les conséquences, ça a été plutôt bas, même s'il y en a certains quand ils prenaient les non professionnels qui pouvaient être un peu plus élevés. Et la durée des conséquences, plutôt short term, de façon générale. Donc il disait le long terme est défini par un dépassement de 24 heures et le court terme c'est moins de 24 heures. Donc en gros des conséquences chez le partenaire pendant 24 heures, moins de 24 heures c'est court terme, plus de 24 heures c'est long terme. Intéressant, donc il disait 25 cas sur 1000 c'est quand même peu et ça prouve quand même que c'est une discipline qui est assez, qui est clairement sécurisante. Ça, je trouve que c'est pas mal de le rappeler. Et après, il a fait un report de ce que un médecin qu'il connaît, qui venait à ces conférences partager sur l'importance du consentement du partenaire pour l'hypnose, mais plus que ça, et je pense que c'est ça qui est intéressant, l'importance des docteurs de connaître le langage hypnotique pour éviter de mauvaises suggestions à un moment T, surtout quand la personne est en transe, sous choc, quand on propose quelque chose ou qu'on leur dit qu'il y a une maladie X ou Y. Donc il y a tout un article dessus qui est plutôt sympa. Voilà pour cette partie-là. On passera à la partie suivante à la prochaine, ce qu'il appelle les procédures spécifiques. Donc il y aura les principes d'induction, le truc, tout ce qui est lié au sommeil, après son système à lui qui s'appelle Subliminal Therapy. Je vous partage ça à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.